de suite, donnez-moi d'autres films comme ça, je les prends avec plaisir. Il y a même pas de question limite presque. Bonjour tout le monde, merci Peter Jackson d'avoir produit un film comme ça. Puisque nous allons parler aujourd'hui de Mortal Engines, adapté d'une série de littérature jeunesse par Christian Rivers, qui assiste à les effets spéciaux d'autres films de Peter Jackson depuis 13 ans apparemment, et dont c'est la première réalisation, puisque Peter Jackson, lui, il était occupé sur le Hobbit, mais il a coécrit et coproduit le film, et c'est sa société Wingnet Production qui a produit le film, le long métrage, qui n'est que distribué par Universal. Et donc il se lance cette fois-ci dans une saga de science-fiction, et non plus de fantasy comme avec Le Seigneur des Anneaux. Et ça m'intriguait beaucoup cette histoire de futur post-apocalyptique où les villes sont désormais montées sur des roues gigantesques et se courent les unes après les autres et se bouffent les unes après les autres pour récupérer des parties, de l'énergie, des machins, etc. Ça s'annonçait comme étant excellent et je me suis tenu un peu à l'écart des bandes annonces. Et là, en allant voir le film à la fin de l'année, enfin vraiment, c'est un plaisir de regarder ce film. L'histoire se passe dans un futur post-apocalyptique, dystopique et entre le cyber et le steampunk, c'est vraiment entre les deux. Donc du coup, c'est un petit mélange qu'on n'a pas trop l'habitude de voir, sauf si on a joué à Final Fantasy VII ou à d'autres jeux de l'univers Final Fantasy, par exemple tous les airships qu'il y a dans le film, ça me fait penser au vent qu'il y a dans Final Fantasy IX, et notamment il y a une ville en particulier qui... Mais je suis déjà en train de partir dans le reste, mais c'est pour vous dire qu'il y a vraiment plein de trucs qui m'ont parlé dans le film. L'histoire donc se situe dans un futur post-apocalyptique dans lequel plusieurs personnages, puisque c'est souvent le truc des romans de littérature à jeunesse, il y a souvent plusieurs personnages et plusieurs points de vue à gérer. Et on va suivre à la fois Hester Shaw, une jeune fille qui a perdu sa maman il y a très longtemps et qui aujourd'hui est déterminée à assassiner un certain Valentine qui gère plus ou moins la ville de Londres. Il a un maire au-dessus de lui, mais il a quand même un gros pouvoir décisionnel. Et elle va se faire aider par un autre habitant de Londres qui s'appelle Tom Natworthy, qui est un jeune homme qui est passionné de technologie et qui essaye donc d'en récupérer plein et de savoir ce qui se passe dans le monde, ce qu'était le monde avant la fameuse catastrophe qui a ramené à ce futur post-apocalyptique. Et tous les deux vont se retrouver sur le même chemin quand Hester va essayer d'assassiner Valentine au tout début du film et qu'elle va avoir ce projet pendant tout le reste. En faisant ça, ils vont bien entendu nous faire découvrir tout l'univers qui existe actuellement. Et bien entendu, vous pensez bien qu'il doit se passer quelque chose de sombre et maléfique dans les quartiers de Valentine et qu'il faut absolument l'arrêter et l'empêcher de faire ce qu'il veut faire avec l'ancienne technologie. Il y a beaucoup de gens qui vont dire que le film est bordélique. C'est pas bordélique, c'est riche. C'est ça le truc, c'est que c'est riche et complet. Il y a plusieurs points de vue qui sont tous plutôt bien présentés de façon plutôt équilibrée. Et à peu près jusqu'à la sortie des films Marvel, ça posait pas de problème aux gens de suivre des films avec des scénarios un peu consistants, quoi, où il y avait un peu plus qu'une seule intrigue à suivre en plein milieu, qu'il y avait plusieurs choses à faire, et jusque-là on savait le faire. Maintenant, quand on voit un film qui est un tout petit peu plus compliqué que juste un personnage qui a un truc à faire, c'est oh là là, c'est compliqué, on comprend rien, machin chose. Écoutez les gars, quand même, il y a un moment, faut se réveiller un petit peu, quoi. C'est quand même pas si incroyable que ça à suivre ce film. Là où je vous avouerai qu'il y a un petit problème, c'est qu'il y a effectivement beaucoup de choses à adapter dans ce film. Je trouve qu'ils ont fait un travail incroyablement bien fait de dissémination et de répartition des informations. Dans les dialogues, dans les événements, dans les objets qu'on voit, dans les séquences de flashback, dans les trucs dans ce genre-là, et qu'ils ont surtout extrêmement bien réparti l'exposition, la mise en place des enjeux, et l'action elle-même quand les enjeux ont été mis en place et qu'il faut maintenant les résoudre et que l'action arrive. Donc je trouve qu'il y a vraiment un travail d'équilibre qui est extrêmement bien fait là-dessus. Maintenant, clairement, ce film contenait 15 à 20 minutes, voire 30 de plus. Je dirais 15 à 20, parce que j'ai pas l'impression qu'ils aient coupé beaucoup de choses. Mais ils ont dû en couper. Et comme ils avaient pas beaucoup de choses qu'ils pouvaient couper a priori, et que le film fait quand même 2h06 toujours au final, je crois qu'ils ont rushé le montage assez rapidement pour essayer de le réduire jusqu'à arriver à peu près aux 2 heures et que le film soit pas trop dangereux à mettre en salle. Et si ça ne gêne pas la compréhension, je vous avoue qu'il y a des moments où ça va un petit peu vite. Et je dirais pas tant dans le récit. C'est pas dans le récit que ça m'a dérangé, parce que je trouve que le récit est toujours présenté de façon normale et que tu peux le suivre correctement. Pour moi, c'est vraiment plutôt dans le montage qu'il y a eu que tu sens vraiment le souci. Enfin, c'est le montage qui a été refait, hein. C'est ça qui a été fait pour accélérer le truc. Et tu sens que ça a été accéléré. Clairement. Enfin, tu sens qu'il y a des moments où ça coupe. Et comme les plans sont de base, ce qui était un truc que faisait beaucoup Peter Jackson dans Le Hobbit, pas trop dans ses films d'avant, mais dans Le Hobbit, il l'a beaucoup fait, c'est des caméras qui sont toujours en mouvement, en fait. Ce qui aide beaucoup quand c'est en 3D, parce que le film est en 3D et la 3D est très très bonne. Et effectivement, quand t'es en 3D, si la caméra bouge, elle définit par définition, puisqu'elle bouge autour d'un objet, l'objet en 3D, elle le définit en volume, et donc ça rend des 3D qui sont encore plus intéressantes. Le problème, c'est que comme la caméra bouge, ton œil a du mal à se focaliser forcément sur l'élément le plus intéressant du film, qui est généralement étudié pour être le plus mis en avant. Ce sera le personnage le plus clair dans le champ de la caméra, ou le seul, ou alors il sera au centre et donc facilement repérable, etc., etc.
Mais comme la caméra est toujours en mouvement, t'as du mal un petit peu à gérer ce truc-là, et du coup, le temps que tu repères ce que tu devais regarder pour suivre l'action, t'as un cut qui te montre autre chose, genre un gros plan d'un personnage qui réagit, ou qui va prévoir un truc, ou qui va se courir dans une autre direction pour essayer de la rattraper, etc. Et du coup, le temps quand le cut revient après, généralement, ça revient même au même plan, et tu dis, ah bah heureusement que je reviens au même plan, parce que je venais à peine de savoir où je devais regarder, et du coup, maintenant je suis paumé, quoi. J'ai eu un autre plan entre deux, donc je me suis concentré sur quelqu'un d'autre, et maintenant je reviens au même plan, donc ah oui, c'était par là qu'il fallait que je cherche. Mais du coup, c'est un peu compliqué, quoi. Je trouve qu'il y a beaucoup de moments comme ça, et surtout dans les scènes qui commencent vraiment à avoir de l'action, où tu sens qu'ils ont coupé à la seconde près, quoi, qu'ils ont vraiment mis des plans d'un seul coup au milieu de plans qui devaient pas être coupés juste pour pouvoir accélérer un petit peu l'action et que le rythme puisse être un peu plus rapide. Et donc tu sens quand même qu'il y a un truc qui avance un petit peu vite. Je l'avais pas particulièrement marqué, mais avec les commentaires que j'ai reçus à la fin, c'est vrai que sur la partie Eden en particulier, à partir du moment où on arrive à Port Eden, qui est génial, une cité de gonflables qui flotte dans les nuages et où les vaisseaux vont s'amarrer, etc. Enfin, c'est magnifique. J'adore ce design, j'adore l'univers de ce film. Et quand à partir du moment où on arrive à ce truc-là, on sent que d'un seul coup l'histoire arrive beaucoup plus vite qu'avant. Là où ça me paraît pas reprochable spécifiquement à la deuxième partie du film, c'est un défaut global du film, mais qui me semble pas vraiment concerner la fin. Les gens ont dit la fin c'est vachement accéléré. Non, c'est pas que la fin s'est accélérée, c'est qu'à la fin tout ce qui a été mis en place commence à rentrer en action en fait. Et naturellement, ça doit aller vite. Pour moi, c'était naturel que ça s'accélère vers la fin, simplement parce que c'est le dénouement de l'histoire. On arrive vers la résolution des événements qui ont été mis en place, et du coup, c'est normal que ça aille beaucoup plus vite, parce que au début, tu dois mettre en place tout ça, donc c'est normal que ça prenne du temps également. Par exemple, le personnage de Esther Shaw est poursuivi par un personnage qui s'appelle Shrike, qui est un robot assassin au design excellent. Enfin, j'adore ce truc, c'est une espèce de cadavre décharné avec du métal en dessous et les yeux qui brillent en vert et tout, et qui a une voix complètement... J'aime bien tout le truc. Et il lui court après. Et le truc, c'est qu'il lui court après de très près. Donc, elle arrive à Port Eden, et genre, le plan après qu'ils se soient amarrés, enfin, qu'ils aient accosté au port et qu'ils aient amarré le truc, t'as immédiatement après le plan sur Shrike qui est en train d'arriver vers eux, et donc effectivement, ils ont le temps de monter 3 escaliers, de discuter vite, 10 minutes dans une salle, et d'un seul coup, tout part en couille, et il faut qu'ils s'en aillent. Mais pour moi, c'est pas le film qui s'accélère, ou le rythme qui s'accélère, c'est naturel, en fait, dans l'histoire. C'est-à-dire que, naturellement, on est arrivé à cet endroit-là, et on a un ennemi qui nous colle au cul, et donc évidemment, s'il nous colle au cul, il va foutre la merde dès qu'on va arriver. Il va pas attendre de 20 minutes ou une demi-heure, etc., quoi. Voilà, pour ce qui est du petit problème, à mon sens, du film, qui est le rythme. Pour tout le reste, j'ai surkiffé ce film. Déjà, alors, au niveau des designs, alors, j'ai pas vraiment de trucs FF7, à part mon Cloud et mon Chocobo qui sont derrière. C'est de ce côté-là, mais j'ai le fil de mon micro qui m'empêche un petit peu de bouger. Et de ce côté-là, je pourrais vous montrer, j'ai le haut vent de Final Fantasy VII, justement, qui est en train qu'ils utilisent pour voler dans le truc. J'ai des figurines de Cloud, etc. Je suis un gros fan de FF7. Et j'ai pas vu un univers comme celui de FF7 porté à l'écran véritablement, quoi. Et je veux dire, vous regardez juste le design de la ville de Londres et le design de Midgar juste à côté, c'est la même chose. La seule chose, c'est que Londres bouge et Midgar reste sur place. Mais sinon, c'est la même chose, c'est le même genre d'univers avec ces tuyaux gigantesques qui vont dans tous les sens, ce métal assez noir absolument partout, c'est jamais du métal brillant, c'est toujours du métal assez sombre et assez crade, assez rouillé. Donc il y a un univers qui est génial, et il y a des plans que j'aurais jamais cru voir dans un film, et en dehors d'un jeu vidéo, quoi. C'est un plan tout con, mais un plan sur lequel les personnages sont sur le pont de l'airship, donc du haut vent, du vaisseau volant qui est en train sur lequel ils sont, et ils sont juste sur le pont au milieu des nuages, et c'est tout, quoi. Ils sont juste en train de voler au milieu des nuages, et ils sont en train de discuter sur le pont. Et je n'ai jamais vu ce plan dans un film. Bon, il y a des trucs genre le tour du monde en 80 jours vite fait, c'est une montgolfière, quoi. C'est pas un truc énorme. Là, t'es sur le pont d'un vaisseau qui flotte, et t'es tranquillement à l'air libre, posé sur la rambarde, en train de regarder les nuages, et t'as tout le ciel qui est derrière et tout. Enfin, c'est beau à voir comme plan, mais en plus, avec ces techniques de réalisation-là, et en live action, enfin, ça a une gueule qui est encore plus impressionnante, quoi. Ça a une gueule qui marche encore mieux, et c'est la première fois que je vois ça incarné en film, et je trouve que ça passe incroyablement bien. Il y a même une cité, alors, j'ai pas beaucoup joué à FF9, qui est pas celui que j'aime le plus, parce que justement, lui, retourne dans le médiéval fantastique plus que dans le cyberpunk, steampunk, et du coup, j'ai du mal avec. Mais il y a une ville qui, justement, est une ville dans laquelle il y a toujours des airships. Et du coup, elle est protégée par une sorte de muraille, et dans le Mortal Engines, il y a une cité qui est une cité muraille, donc il y a un mur qui sépare deux régions géographiques du continent. Il y a des montagnes partout, il y a juste un mur au milieu qui sépare les deux. Et en fait, sur ce mur, il y a une porte d'entrée qui permet d'entrer les airships. Uniquement les airships. Je suppose qu'il doit y avoir une porte au sol, mais elle est cachée, quoi, on la voit pas.
Et c'est la même porte que dans Final Fantasy IX. Dans Final Fantasy IX, il y a une porte ronde comme ça, avec un truc, quoi, qui s'ouvre au milieu, et le vaisseau passe au milieu. Une fois qu'il passe au milieu, t'as un plan à l'intérieur de cette espèce d'arche, de ce passage qui vient d'ouvrir, où tu vois le vaisseau qui rentre, et ensuite t'as un plan de derrière le vaisseau qui est en train de rentrer dans ce nouveau territoire avec toute cette ville qui est étalée en dessous. C'est presque exactement les plans de Final Fantasy IX. Donc du coup, moi qui suis un énorme fan de cet univers, j'ai vu ça, j'ai fait ah magnifique. Donc du coup voilà, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est vachement prenant au niveau de l'univers jeu vidéo, en tout cas du film, qui n'a pas été vu. C'est vraiment un univers qu'on n'a pas vu, quoi. On n'a jamais eu l'occasion de faire un truc aussi gros, aussi imposant, qui ait une telle gueule, en fait. On n'avait pas les effets spéciaux qu'il fallait, et ça avait pas le bon rendu. Là, pour le coup, avec en plus les plans qui sont souvent en contre-plongée pour vraiment rendre la majestuosité du truc, c'est vrai que ça marche bien. Surtout les déformations, les tailles d'échelle qui sont assez incroyables avec ce réalisme-là. C'est comme la ville est sur roue, mais qu'elle est énorme, ça laisse des traces qui sont tellement profondes que tu peux empiler 3 personnes en fait au fond des traces de pneus de la voiture, enfin de la roue de la ville. Et du coup, t'as un décor qui n'est que ça, qui est juste la trace de la chenille de la roue de la ville qui est en train de passer. Et les personnages sont en train de se promener dedans, quoi. J'adore l'univers qui est développé autour de ce truc-là. Mais alors le truc, c'est qu'il y a plein d'allusions en plus à beaucoup de choses du cinéma qui m'ont énormément parlé, qui sont vachement intéressantes. Par exemple, une allusion très claire à Metropolis, parce que donc le principe, c'est que du coup cette ville devient le centre de la vie de tout le monde en fait. Tout le monde vit pour la ville et tout le monde travaille pour ça. Je sais pas à quel point d'ailleurs le reste de la population travaille pour ça, mais ils sont quand les villes se chassent les unes les autres par exemple, ils sont tous dispo, ils sont là ouais on va choper la ville, etc. Donc c'est un truc qui motive tous. Et il y a cet énorme moteur qui est constamment en train de tourner parce qu'il faut constamment que la ville soit en train de bouger, etc. Ils appellent ça la bête, ou un truc dans ce genre-là, le moteur donc de la ville de Londres, ils appellent ça la bête, ou un truc dans ce genre-là. Et le design est presque exactement celui du monstre machine de Metropolis, donc Metropolis de Fritz Lang, qui est un de mes vieux films préférés. Très bon film de science-fiction également, et donc ils ont repris du coup ce visuel, mais en plus comme il y a tout ce côté Final Fantasy VII avec ce côté cyberpunk, ces gros tuyaux partout, etc., ça colle encore plus, parce que le monstre machine de Metropolis c'était ça aussi, c'était d'énormes tuyaux, des pistons qui bougeaient partout, une grande porte au milieu qui faisait la bouche du monstre, enfin c'était assez intéressant, et du coup là il y a cette image là qui est reprise presque telle quelle en fait. Donc c'est une imagerie qui est intéressante, de cinématographique, qui est reprise pour créer cet univers-là, et que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup aimé la petite référence. Même si on voit le moteur qu'une ou deux fois dans le film, j'ai bien aimé. Je pense qu'il y a aussi, alors je crois qu'il y a des petites allusions à Terminator 2 quand le Shrike est en train de pourchasser Esther, parce que quand il arrive au tout début, en particulier à Port Eden, donc pas au tout début, mais quand il arrive à Port Eden, il y a le thème du Terminator qui est un espèce de dans le 2 c'est un truc comme ça qui revenait très souvent, et du coup donc dans celui-ci ils ont à peu près le même thème mais un peu plus rapide, et je pense que c'est fait pour faire une petite allusion du coup à Terminator. J'ai bien aimé aussi pour le côté politique du film. Au tout début du film il y a une petite ville donc bavaroise je crois, un truc dans ce genre là, qui se fait avaler par Londres. Et quand ils avalent une ville, ils récupèrent donc évidemment tous les morceaux de la ville qu'ils découpent en plein de morceaux, etc. pour les faire brûler, pour alimenter le moteur qui fait tourner Londres. Tous les habitants sont obligés de donner leur old tech, toute leur vieille technologie, parce que Valentine les réutilise pour faire ses expériences et ses machins. Donc mettez-vous en tête, on est dans un truc entièrement rouillé, entièrement machin, assez sombre, assez machin, et il y a d'un seul coup des files de personnes qui arrivent et qui sont toutes obligées de donner leurs biens personnels, les technologies qu'ils avaient récupérées avec eux, etc. Grosso modo, l'idée, c'est reproduire ce qui se passait à Auschwitz et dans les camps de concentration. Parce que non seulement ils arrivent et ils donnent donc leurs biens personnels, vous savez ce qui se passait à Auschwitz, hein, c'est à Auschwitz vous avez vu des photos avec des piles de valises, des piles de cheveux même, parce qu'ils rasaient les cheveux des femmes pour en faire des perruques, et ils donnaient tout, quoi, les manteaux, leurs biens, toutes leurs possessions étaient donnés quand ils arrivaient. Bon là ils donnent pas tout non plus, ils donnent juste leur technologie, mais tu sens ce symbole de Auschwitz parce que quand ils arrivent, ils passent en dessous d'un portail, un grand portail en métallique, et il y a marqué Londres vous accueille, ou un truc dans ce genre-là, ce qui rappelle énormément le portail de Auschwitz, qui avait une phrase au-dessus qui disait je sais plus quoi, la volonté, quelque chose, enfin une connerie encore des nazis, mais du coup c'est vrai que l'image visuellement est vraiment là. Ils ont rajouté quelque chose qu'ils ont dû rajouter très récemment a priori vu que c'est arrivé très récemment dans l'année, mais comme c'est juste de la voix, ils peuvent le faire à n'importe quel moment dans le truc. Il y a un moment, il y a un speaker, donc quelqu'un qui annonce dans un haut-parleur que du fait que les gens vont être fouillés en arrivant dans la ville de Londres pour voir s'ils ont de la technologie sur eux, les enfants risquent d'être séparés des parents pendant une période indéterminée.
entre guillemets. Si vous suivez un petit peu la politique américaine, vous savez que Trump a mis en place des lois spécifiques aux frontières qui demandaient maintenant que les enfants soient séparés des parents, et ils ont eu des problèmes parce pendant plusieurs semaines, ils n'ont pas su retrouver qui étaient les parents de quel enfant, parce qu'ils avaient mal foutu le truc évidemment, quoi. Donc c'était, il y a ce petit truc là qui est intégré dedans et qui permet du coup de faire un petit commentaire glissé discret dans le montage. Je trouvais que c'était plutôt pas mal et que malgré tout, même si ça a été rajouté au dernier moment dans le montage, a priori, ça s'intègre très bien à l'univers en fait. Ça respecte bien cet esprit et les problèmes du coup de ce genre de société. Puis dernier petit truc politique aussi, c'est très courant dans les films actuels, je sais pas si c'était comme ça dans le bouquin ou pas, mais nous serons sauvés par la Chine. Encore une fois. Les productions des années 2010 et quelques, c'est sauvé par la Chine, toujours. Un petit truc à dire, c'est que autant j'ai beaucoup aimé l'univers et comment est-ce que l'univers était développé, et petit à petit dans les dialogues, dans les trucs, on a plein de petites informations qui arrivent, etc. Je trouvais que ça marchait vraiment bien. J'aimais beaucoup le fait qu'on démarre in medias res, parce que le film démarre immédiatement dans l'action, on est dans une ville, on connaît le nom de personne, on connaît aucun personnage, on connaît même pas l'univers, mais directement on a la petite ville qui est attaquée par la grosse ville de Londres, et en fait c'est en vivant cet univers qu'on découvre cet univers. C'est pas toujours facile à faire, mais qui marche ici très très bien. Et d'ailleurs un petit truc, mais non seulement on commence in medias res, mais en plus les personnages ne parlent pas en fait. Le personnage de Hester ne dit pas un mot jusqu'à les 15-20 premières minutes du film, ou un truc dans ce genre-là. Et quand elle dit un mot, c'est pour ma mère, ou un truc dans ce genre-là. Et en fait, le truc c'est que malgré tout, tu comprends à la fois qu'elle est forte et déterminée, juste avec son jeu d'actrice et ses regards en fait. Il y a un moment où il y a un truc qui se pose juste à côté d'elle, elle se retourne vite fait et ensuite elle retourne directement à regarder le reste et elle a quasi pas bougé pour éviter le truc, elle s'est juste un peu tournée. Donc tu sens déjà quand même que la nana est forte, et quand tu vois ses yeux, quand tu vois le regard qu'elle lance vers Valentine, enfin elle le joue extrêmement bien et tu sens toute la force qu'il y a derrière ça. J'ai donc bien aimé tout l'univers, j'ai bien aimé les personnages, même s'ils sont un peu clichés par moments, je les ai trouvés tous assez sympathiques et appréciables. Les acteurs sont très très bons, Hera Ilmar dans le rôle de Hester, elle est vachement bonne, et enfin, ils ont fait une nana qui a une vraie cicatrice sur la gueule, et pas oh on va te faire une petite tache, mais pas trop visible, comme dans Ready Player One, pour que tu restes jolie quand même, hein, parce que sinon ça passerait pas comme... Non, elle a une cicatrice sur la gueule, et ça passe bien, et ça ne l'empêche pas d'être belle. Elle a une belle cicatrice, et une belle gueule. Les deux en même temps, ça ne s'oppose pas l'un à l'autre. Et il y a Robert Sheehan, qui joue le personnage de Tom Natworthy, que j'avais découvert dans Misfits, que j'avais bien aimé dans Misfits, et il avait disparu de Misfits parce que monsieur voulait se faire une carrière dans le cinéma, sa carrière dans le cinéma s'est plantée comme une merde, et donc là, ça me faisait marrer, et là du coup de le voir revenir dans le film, je me dis, ah c'est bien, pour une fois t'as trouvé un rôle qui colle bien, tu étais dans le truc du début à la fin, le personnage est sympa, j'aime bien. Donc j'ai bien aimé à peu près tout l'univers, j'ai bien aimé le méchant aussi, j'ai bien aimé le personnage du chasseur de primes, de la chasseuse de primes, qui est introduit dès le début très rapidement, juste dans un petit truc, quand tu regardes sur le côté. Mais du coup, quand tu la recroises, elle a un physique et elle a un look tellement précis que tu la croises immédiatement, tu la reconnais immédiatement. Mais, quand le film se termine, je vois pas vraiment les bases d'une suite. J'ai l'impression qu'absolument tous les problèmes de cet univers ont été résolus, et je vois pas vraiment sur quoi ça pourrait partir pour me raconter encore autre chose. Et ça, ce serait pas vraiment un problème, c'est vrai, c'est juste un problème quand on sait que c'est une saga et qu'on sait qu'il y aura un autre épisode, mais à la limite, qu'un film puisse tenir en lui-même au début d'une saga, c'est très bien, je demande rien de mieux. Ce qui m'ennuie, par contre, c'est vraiment que j'avais l'impression que le film se terminait comme ça, quoi. C'est genre, on a oublié de mettre le panneau de fin, on savait pas sur quel plan on allait finir. Le dernier plan passe pour un plan de fin, c'est un plan où il y a un vaisseau qui s'éloigne et qui part un peu dans le décor. Mais c'est pas vraiment, il va un peu vers le bas, donc t'as l'impression qu'il va s'écraser limite, ou juste qu'il va s'atterrir, ou qu'il va atterrir, ou qu'il va flotter dans les montagnes vite fait. Tu sens pas une fin véritablement, tu le sens pas retourner vers un truc, tu le sens pas. Je sais pas, j'ai un problème avec la conclusion du film juste. Je trouve que le film se conclut pas. Les choses se sont terminées, oui, mais je vois pas de conclusion en fait. Pourtant la conclusion met du temps à venir pour le personnage de Valentine par exemple, mais non, il y a un truc qui me manque. Je sais pas ce qui me manque, mais il me manque un truc dans la fin de ce film qui fait que j'ai ce sentiment d'insatisfaction en fait. Alors je vais faire une petite section divers pour évacuer plein de trucs que j'ai envie de dire sur le film et que je sais pas exactement où placer. J'ai bien aimé le fait, j'aime bien que les films fassent ça parce qu'il y en a plein qui auraient l'occasion de le faire et qui le font pas. Ils utilisent le logo Universal au début pour démarrer la narration du film. C'est-à-dire que dès le début du logo de production Universal, tu as en même temps la narration du film parce que sur la planète Terre qui est utilisée pour le logo Universal, tu vois les bombes exploser, le cataclysme arriver, et donc qu'est-ce qui a provoquer le monde post-apocalyptique. Il y a un moment, il y a un vendeur d'esclaves qui a un manteau fait entièrement en boutons. C'est que des boutons, en fait, tous cousus les uns au-dessus des autres sur le manteau. Je trouve que le design est assez joli, il marche super bien. Il y a un moment où on passe devant des habitants, il y a des espèces de nonnes qui sont dans la rue, mais qui ont des visages, des masques, sans visage, en fait. Le visage est complètement flou et lisse, et elles n'ont pas de détails, et tu vois ces trucs, tu fais, ouh, c'est space comme truc. J'aimais beaucoup ce design-là.
J'aime bien la petite remarque qu'ils font sur les divinités américaines. Je vous dis pas ce que c'est exactement, mais à un moment, ils ont 2 statues de divinités américaines à conserver obligatoirement, et la blague est assez drôle, puisque ça débarque un peu comme un cheveu sur la soupe, et ça part aussi vite, donc t'aimes bien, en fait, le truc. J'ai bien aimé tout le développement de termes spécifiques au truc, genre les anti-tractionnistes et les tractionnistes. Donc les tractionnistes, c'est ceux qui veulent que les villes bougent, et les anti-tractionnistes sont ceux qui veulent des villes sédentaires. Et j'aime beaucoup la notion de darwinisme, comment ils appellent ça? Le darwinisme urbain, qui est en fait donc la loi du plus fort, mais urbain, pour les villes en fait. Donc les villes qui se bouffent les unes les autres, etc. Et elles ont leur propre darwinisme en fait. J'aime bien cette idée, ce concept-là. Pareil, certains designs sont vachement intéressants, genre la petite maison 1000 pattes, qui bouge du coup en 1000 pattes et tout. Enfin, je vois que c'était un truc qui marchait super bien. Et puis il y a tout simplement un petit fondu quelque part dans le film qui fait un fondu en fait entre un masque, justement, j'ai parlé des nonnes il y a pas longtemps, entre un masque et le visage de Shaw, de Esther Shaw elle-même. Et les deux sont parfaitement superposés pour que ça passe à l'image, y compris en 3D. Donc en 3D ils sont à la même distance, et donc ça fait le même volume qui change exactement, mais presque au même endroit en 3D. Donc la transition est super belle et marche super bien en volume, et du coup ça marchait super bien. Donc vraiment j'ai très peu de reproches à faire à ce film. J'ai vu presque que des choses que j'aime là-dedans, et je vois aucune raison de s'en priver. C'est du gros spectacle, avec des bons effets spéciaux, un univers vachement cool, et j'espère qu'ils vont pouvoir en faire des suites, et qu'on va découvrir d'autres choses ultra intéressantes sur cet univers, parce que j'ai envie de m'y replonger. Donc voilà, j'espère que Mortal Engines sera le début d'une saga jeunesse, et que ça va marcher, parce que ça a l'air vachement intéressant. J'aimerais bien voir d'autres films. Ce serait très cool. Bon, et puis ça aiderait aussi Peter Jackson à avoir un film à faire produire à ses productions en Nouvelle-Zélande. Ils ont tellement de problèmes avec les problèmes de cinéma et de production en Nouvelle-Zélande, avec le nombre de personnes qui y travaillent et l'argent qui leur est filé par les studios, etc. Enfin, ils ont plein de problèmes. Donc s'ils peuvent produire des trucs par eux-mêmes, c'est toujours plus cool. C'est pour ça qu'ils voulaient faire le Hobbit absolument, et qu'ils l'ont sorti en catastrophe, et qu'ils ont fait n'importe quoi avec. C'est parce qu'ils ont besoin de maintenir cette activité en fait en Nouvelle-Zélande. Et j'aimerais bien que Mortal Engines ce soit un des films qui redonne de l'activité à cette région, parce que ils sont très très doués pour porter des univers très riches à l'écran. C'est vraiment le truc, c'est que tu sens que c'est un univers très riche, un univers qui est vivant, un univers qui vit. Vraiment quoi, c'est qui est un univers qui est quotidien, qui a son monde, il y a qu'eux qui peuvent adapter ça, quoi. Il y a qu'eux qui prennent le temps pour créer autant d'objets, créer autant de décors, créer autant de choses, les effets spéciaux aussi ouf. C'est rare de voir ça encore dans un film d'aujourd'hui, quoi, même hollywoodien. C'est rare d'avoir des univers entiers de créer. Donc moi j'aime beaucoup, et j'espère qu'il y aura d'autres épisodes. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'espère que vous avez apprécié aussi. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao!